Bonsoir à tous et re-bienvenue dans l'entre des cinéphages. En cette nuit d'Halloween, nous allons vous parler de films d'horreur. Mais enfin Tristan, qu'est-ce que tu entends par film d'horreur? Qu'est-ce que t'as fait à ton visage? Bah, c'est Halloween! C'est la manifestation du réel, l'aboutissement de la peur. C'est cet assassin qui brandit son couteau, ce camion qui s'apprête à rouler sur un enfant, ou cette victime gisant dans son sang. La terreur, elle est différente. La terreur, c'est ce qui est tapis dans l'ombre, ce qui est bien présent mais qu'on ne voit pas. Et là, tu sais ce que je lui dis? Une baguette pas trop cuite. Ah, je suis drôle. Ah oui. L'horreur n'est pas née avec le cinéma. La plupart de ces grandes figures proviennent même de mythes et de légendes populaires, comme le vampire, le loup-garou ou le croque-mitaine. Autrement dit, l'horreur remonte à la nuit des temps, depuis que le monde est monde et que l'humanité se raconte des histoires autour du feu. L'épouvante et la peur vont cependant inspirer des grands noms de la littérature pour accoucher de grandes œuvres. Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Henry James, Mary Shelley, Robert Louis Stevenson, H.P. Lovecraft ou même Guy de Maupassant, ces auteurs et bien d'autres vont créer une tradition littéraire autour de la peur, du suspense et du fantastique, qui va servir de base d'adaptation pour le cinéma à venir. L'horreur au cinéma peut remonter jusqu'aux origines même du média, c'est-à-dire le cinéma muet. Dès le 19e siècle, Georges Méliès, remis au goût du jour par Martin Scorsese avec Hugo Cabret, expérimente les premiers trucages pour des histoires empreintes de surnaturel et de fantastique. Mais c'est en Allemagne que les codes du cinéma d'horreur prennent forme. L'Allemagne des années 20 voit apparaître le mouvement cinématographique le plus avancé de son époque, l'expressionnisme. Il utilise l'ombre et la lumière pour créer des ambiances angoissantes où les personnages sont écrasés sous le poids de décors glauques et oppressants. Tout ça dans le but d'exorciser le trauma de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, le chef-d'œuvre de Robert Wiene, Le cabinet du docteur Caligari en 1920 ou Le Nosferatu de Murnau en 1931 en sont de très bons exemples. Le genre apparaît à pas de géant dans le cinéma hollywoodien entre les années 30 et 40, quand les studios Universal Pictures créent la série des Universal Monsters, dont la plupart des films sont adaptés de bouquins. Avec les années 50 et le contexte du macartisme et de la guerre froide, les films de série B délaissent les schémas classiques du monstre de littérature pour critiquer le communisme. C'est la grande époque des bolchos laveurs de cerveau et des premières invasions extraterrestres. À grou-grou, craignez-nous, nous et notre idéologie faite d'abolition des classes et de partage équitable de la richesse. Le cinéma d'horreur donne naissance à la science-fiction. Mais c'est bien les British de la Hammer qui tiennent le haut du pavé en matière d'horreur cinématographique jusqu'à la fin des années 60. Son fonds de commerce favori restera le charismatique comte Dracula, souvent interprété par Christopher Lee qui aura le premier rôle dans pléthore de films et dérivés, suivi de près par Sherlock Holmes, quant à lui campé par Peter Cushing. Oui, l'infâme Moff Tarkan de la guerre des étoiles. De toute façon, c'est pas bien compliqué. Prenez un film d'horreur des années 60. S'il y a Christopher Lee, Peter Cushing ou les deux en même temps, vous êtes sûr d'être devant un film de la Hammer. Après les momies, loups-garous et vampires, place aux démons à visage bien humain. Au cours des années 60 et encore plus sur les décennies qui vont suivre, la menace va changer de visage. Il est plus ici issu du folklore local ou de contes macabres d'un autre temps. Non, ici il habite près de chez vous et passe la plupart du temps inaperçu. Arrête. Dégage. Et casse. Viens pour ta gueule. Et va me chercher un café là. Et s'il est trop chaud la prochaine fois, je te tue. Sans tomber dans le cours d'histoire, il est intéressant de se pencher dessus rapidement et de voir à quel point l'histoire a joué un grand rôle dans l'évolution de l'horreur au cinéma. Entre des États-Unis en pleine mutation, une guerre du Vietnam sur la gueule et une Italie voyant arriver à coups de terrorisme les années de plomb, cette période ne pouvait que favoriser l'arrivée de réalisateurs vénères, cherchant à montrer par la caméra leur ressenti. Et c'est pas pour rien que chacun de ces cinémas voit une grande évolution entre les années 60-70. En fait, une radicalisation apparaît sur la forme et aussi sur le fond. Il est aussi impossible de nier l'effet éponge sur le réalisateur, quand bien même le réal se défendrait de toute intention politique ou sociale dans son film, il sera quand même victime de sa société, de ce qui l'entoure. Quand Romero se défend d'avoir pris volontairement un acteur noir comme héros dans son Night of the Living Dead, impossible de ne pas y voir un acte inconsciemment politique. De même pour tous ces Home Invasion ou Slasher à venir, ressort en fait le trauma d'une guerre ou d'une défaite à travers cette menace inconnue qui rentre dans le domicile. Quand Bob Clark, dans son Black Christmas, nous dépeint sa sororité envahie par un homme à la voix de cochon, cet homme que l'on ne verra jamais, que l'on n'attrapera jamais, n'est-ce pas là un moyen de montrer qu'en chacun de nous réside une part de noir? Et de même pour les protagonistes principaux, chacun abîmé par la vie, chacun plus vraiment innocent. L'innocence en fait a été tuée dans l'œuf par la guerre. Alors maintenant tu bouffes la réalité de la vie en pleine gueule, petit jeune. Ou petite jeune, c'est comme tu veux, jeune internaute. Bon, à l'heure actuelle, c'est autre chose. Entre une grande majorité des films, sans propos ni sous-texte, filmés n'importe comment et sans grande inventivité, c'est pas joyeux. I can still hear that voice.
Hormis quelques exceptions sur lesquelles on reviendra plus tard, aucun film ne propose de réflexion dans son approche. La majorité des films ne faisant que singer bêtement ce qui se faisait avant. Mais là où les films des années 60-70 proposaient une brutalité et une violence accrues en réponse à un monde en pleine mutation, les films actuels semblent peiner à retranscrire notre époque. Montrer du sang, on va pas se mentir, c'est marrant. Montrer des morts inventives, ça peut être fun quand c'est bien fait, mais sans histoire, bah c'est juste chiant. Regarde la majorité des tortures porn qui se cachent bêtement derrière une vague idée de dépassement de soi, de sacrifice pour aller de l'avant. Ouais, vite fait, hein, franchement. En fait, il y a comme une impression que malgré nos traumas récents, l'idée est surtout de les cacher, de ne pas les affronter. La majorité des films horrifiques ne se contentent qu'une réappropriation des codes, sans en comprendre le sens même. Un brin d'hommage, hein, lorsque l'on voit à quel point ce médium peut être parfait pour traiter de ce qui fait mal. Tout devient aseptisé. On ose tout montrer, mais l'on n'ose pas mettre les mains dans la merde, aller là où ça dérange, ce qui fait mal. Alors oui, d'accord, on est dans un monde un peu étrange et en perpétuelle mutation, et le chaos ambiant ne donne peut-être pas envie de pousser la réflexion lorsque l'on mate un film, mais n'est-ce pas son but premier? Pousser celui qui regarde à se poser des questions, à réfléchir sur son environnement. On tape dessus à cause de son côté régressif et gentiment débile, mais faut pas oublier que le film d'horreur a quand même influencé énormément le genre cinématographique et la manière de montrer les choses. Le genre, et plus particulièrement les films de type slasher ou home invasion, ont influencé le cinéma. Il suffit de voir Basic Instinct, Hitcher, Blowout, Body Double, Le Silence des Agneaux, voire même Le Sixième Sens. Tant de films qui, malgré une histoire et un sujet en fait complètement différents, empruntent énormément au genre, tant dans les codes que dans le méchant. Une partie de l'émission qui devrait plaire aux vislards et vislardes que vous êtes. On aurait pu parler d'autres points du film d'horreur, mais non, nous, on assume, et on a choisi de s'attarder à l'atout charme du genre. Le truc que tu vois tout le temps, que tu fais pas forcément gaffe, mais qui au final te saute aux yeux. Alors attention, parce qu'on va parler de sexe et d'érotisme. Bah en fait on va parler de code. Pas le sang bleu. L'érotisme est presque indissociable du genre de l'horreur. Quand on se replace dans le contexte des années 40 à 60, aller voir un film d'horreur était autant l'occasion de se faire peur que de se dévergonder moralement. Comme le rappelle Philippe Royer dans l'excellent documentaire Viande d'origine française, les spectateurs des années 60 qui allaient voir un film de la Hammer étaient considérés comme des pervers. Pourquoi? Ouais. ¿Por qué? Bah tout simplement parce que les thématiques de la mort et du sexe sont philosophiquement très proches. Jetez un coup d'œil à la définition de petite mort. Vous voulez un exemple précis? Ça marche, facile, même pas peur. Prenez rien que le personnage de Dracula. Qu'il soit interprété par Bela Lugosi chez Universal ou Christopher Lee pour la Hammer, le célèbre vampire des Carpates dégage une aura, un charisme sexuel important qui ne laisse pas indifférentes les spectatrices. Dracula, c'est le prédateur, l'homme à femme, qui séduit et hypnotise ses victimes avant de leur faire cadeau de la mort. Bien sûr, les femmes, dans ces films, ne sont pas en reste, et le genre donne libre champ à des femmes lascives ou inconsciemment prêtes à tout pour succomber au charme du futur Saruman. Mais l'érotisme, dans le film d'horreur chez la Hammer, ne se cache même pas parfois. Les maîtresses de Dracula. Vous le sentez bien, le titre bien racoleur à l'époque? Vous le sentez bien que vous allez passer un bon moment? Passé la fin de la Hammer, à l'aube des années 70, Hollywood reprend le flambeau de l'érotisme dans le cinéma d'horreur. Mais d'une manière un peu plus... racoleuse avec le temps. Les Américains se focalisent sur la représentation de la femme dans les films d'horreur. Principale victime des slashers, demoiselle en détresse des films de monstres, mère protectrice ou femme forte, Hollywood met l'accent sur les femmes pour faire marcher le genre. Le slasher met l'accent sur la moralité des personnages féminins face à la mort. L'héroïne qui va survivre est souvent virginale, vertueuse, tandis que ses copines cheerleaders ou bimbo sont dévoyées et propices à subir la furie meurtrière du tueur. C'est le cas de Jamie Lee Curtis dans le premier Halloween de John Carpenter. L'idée est vraiment de punir celles qui marchent en dehors des clous. Donc quelques conseils pour vous, mesdemoiselles, si vous voulez survivre. Ne buvez pas d'alcool. Ne dites surtout pas que vous allez revenir. Parce que vous ne reviendrez pas. Et surtout, pas de sexe. Bon d'accord, c'est plutôt simpliste et des exceptions existent. Il suffit de regarder Œil pour Œil, un Rape and Revenge de Meyer Zarki, sorti en 1978. Rape and Revenge. Littéralement viol et vengeance. Fluent, t'as vu? C'est l'histoire d'une femme collant une misère à 4 pécores, l'ayant violée au début du film. Bon, ça reste des cas isolés. Il va falloir attendre un bon paquet d'années avant de voir une gonzesse foutre une vraie branlée au croque-mitaine.
comme en 2003 dans le Haute Tension d'Alexandre Aja. Aujourd'hui, on pourrait dire que pas mal de mauvais films d'horreur qui sortent ne sont qu'une excuse pour aligner le plus de plans nichons possible. Mais certains réalisateurs arrivent encore à éviter la nudité totale, pour jouer sur les vêtements. Toutes ces jupes courtes et ces débardeurs moulants que portent si fièrement les héroïnes de films d'horreur modernes. Un moyen de distraire le tueur peut-être? Il n'empêche que ça permet de mettre en valeur le sex-appeal d'un personnage féminin sans verser dans la vulgarité de bas étage. Laissons ça à la bimbo qui se fera sauvagement défragmenter la tronche à la première occasion. C'est quoi le slasher? C'est une expression anglo-saxonne qui désigne un sous-genre du cinéma horrifique. On va pas trop s'attarder sur la signification du mot slasher, ça vient de slash en anglais et ça veut dire taillader ou balafrer. On va plutôt se pencher sur la définition de slasher qui, elle, repose sur 3 points. Premier point, le tueur, masqué ou non, selon les goûts de chacun, adepte du traumatisme lointain. Son motif, la vengeance, en lien avec son traumatisme, ou alors le sadisme pur. Deuxième point, il doit avoir une arme cet individu masqué, principalement blanche, et doit avoir une connotation phallique. Le type d'arme, c'est à la convenance de l'individu, et selon les goûts de chacun. Troisième point, les victimes. De préférence assez faible et de sexe féminin, elles doivent représenter ce que le tueur ne peut avoir et désire. Officiellement, le slasher est né dans les années 70. Officieusement, c'est plus compliqué. Le genre en lui-même prend racine dans de nombreux films des années 50-60. En fait, bon nombre des codes du genre vont se retrouver dans ces films sans que cela fasse d'eux des slashers à part entière. Et est-ce qu'on peut voir le giallo comme l'ancêtre du slasher? Ce genre, typiquement italien, ne représente-t-il pas les prémices de genre? Oui et non. Le fonctionnement en fait est avant tout calqué sur le whodunit et ne se place donc pas dans la même optique. Et en fait, il n'y a pas non plus de film définissant parfaitement le genre dans les années 60. C'est pas en fait l'histoire d'un mec trouvant le concept du un tueur anonyme, des victimes définies et en avant l'aventure. Non, loin de là. Mais plutôt que de se lancer dans un grand historique des éléments faisant penser de près ou de loin au slasher, je vais tenter d'être exhaustif. En gros, on peut trouver une base en 60 avec le Psychose de Hitchcock, en particulier la fameuse scène de la douche. Dès lors, on trouve le tueur anonyme et masqué et les frêles victimes à tuer. Puis viendra Bloodfist en 1963 de Herschel Gordon Lewis, premier véritable slasher, une sombre histoire, un restaurateur égyptien s'acharnant à ressusciter une déesse égyptienne en multipliant les meurtres. En fait, 3 films ressortent lorsque l'on parle de fondement du slasher, 3 films différents qui poseront chacun par leur approche le ciment d'un genre. Black Christmas de Bob Clark en 1974, Halloween de Carpenter en 1978 et Vendredi 13 de Cunningham en 1980. 3 films qui feront rentrer le slasher en plein âge d'or, pour le meilleur et pour le pire. 3 films qui représenteront l'horreur sous plusieurs visages. Entre l'horreur anonyme, reflet d'une société blessée dans le Black Christmas, le tueur masqué et pendant sombre de la famille dans le Halloween de Carpenter, ou bien la vengeance maternelle de Vendredi 13. Chacun posera les bases, soit dans son propos, sa mise en scène, ou alors l'inventivité des morts. Bon, Vendredi 13 est aussi un gros coup de marketing et chanceux, de l'aveu même de Cunningham, le réalisateur. Ces 3 films en fait feront rentrer le genre dans un âge d'or. Pourquoi un âge d'or? Parce que suite au succès d'Halloween ou Vendredi 13, qui a quand même rapporté sur la fin plus de 80 millions de dollars, le slasher est devenu populaire et ramène donc beaucoup d'argent. Bon, c'est un âge d'or surtout commercial, la quantité ne fait pas la qualité. La majorité des péloches qui tournent à l'époque sont pour la plupart de simples ersatz de gros succès ou des films fauchés surfant justement sur ce succès. Le public répond présent. Le slasher, c'est un peu le nouveau porno. Peu d'argent pour le faire et les recettes sont toujours au rendez-vous. Le public va donc bouffer du méchant à toutes les sauces et pendant toutes les périodes de l'année. Que ce soit pour la nouvelle année avec New Year's Evil ou alors Thanksgiving pour la nuit du Seigneur ou même Noël avec Christmas Evil, mais aussi la fête des mères grâce à Mother's Day. Et en effet, les recettes sont toujours là, en atteste le génial Meurtre à la Saint-Valentin récoltant 6 millions de dollars ou encore la suite de Vendredi 13 récoltant lui 22 millions au total. Car oui, cet âge d'or est aussi celui des suites. Halloween 2 naîtra à cette époque, Vendredi 13 aussi, comme nous avons pu le voir. Mais que fait le cinéaste averti, celui qui veut du neuf dans cet amas de films similaires? Il cherche, et il trouve quand même quelques pépites différentes, comme le magnifique Maniac de Lustig. Et même en fin de vie, le genre livrera quelques bonnes bandes, comme le fameux Massacre au camp d'été, où le plan final résonne encore pour ceux qui l'ont vu. Mais le genre s'essouffle, l'argent ne rentre plus, et des films comme Week-end de terreur ou Killer Party ne font que confirmer le déclin du slasher. Et arrivé à la seconde moitié des 80s, tout se casse la gueule. L'argent ne rentre plus, les râles ne sont plus inventifs pour un sou, ils ne cherchent pour la plupart qu'à encaisser leurs petits chèques. Le genre commence à devenir client des vidéoclubs à défaut de remplir les salles. Les grands noms du genre sont partis pour faire autre chose, ne reste plus que les tâcherons, ceux qui avaient réussi leur coup d'un soir à l'époque, sans pour autant le réitérer. Mais il va falloir attendre 1996 pour voir le genre reprendre des forces.
même s'il n'a jamais vraiment disparu du cœur des cinéphages, et le tout grâce à un seul film. Un film décrié car parodié aujourd'hui jusqu'à la moelle, mais pourtant fondateur dans l'évolution du slasher. Je parle bien sûr de Scream, premier du nom, de Wes Craven. Véritable petite bombe en son temps, le film de Craven remettra au goût du jour le genre et le fera revenir sur le devant de la scène, encore une fois pour le meilleur mais aussi pour le pire. L'idée de génie de Craven ? Prendre tout ce qui fait un slasher, tous les codes formels et les retourner pour s'en foutre, mais le tout sous les traits justement d'un vrai slasher, l'homme montrant qu'il était possible de dépoussiérer ce que l'on pensait intouchable. C'est une époque où le genre sera considéré comme du néo-slasher. Pourquoi ? Parce que oui, Scream a été un succès, un gros même, allant même jusqu'à faire la couve des cahiers du cinéma chez nous. Il ne faut donc pas s'étonner de tous les petits-enfants plus ou moins honteux qu'il a engendrés par la suite. Entre le formellement sympa « Souviens-toi l'été dernier », le moyen Urban Legend ou le très mauvais « Promenons-nous dans les bois », tout le monde s'essaiera au genre. Cette période a au moins le mérite de voir émerger des sous-genres du genre, ce qui permettra à quelques réals de montrer qu'ils ont des idées. On note les louables intentions de certains films comme Destination Finale, qui poussera le principe du slasher en faisant de l'ennemi la mort elle-même. Mais il faudra attendre 2003 pour revoir le genre rencontrer à nouveau son public. La colline à des yeux d'Aja, remake d'un film de Craven, lancera la machine à reboot remake pour les années à venir. On trouve tout de même quelques pépites dans cet amas de clones, notamment The Hills Run Red, véritable relecture du genre à la hauteur du Scream originel, mais aussi All the Boys Love Mandy Lane, petite pastille psyché savoureuse pour les amateurs. S'il y a bien un genre florissant dans le cinéma horrifique actuel, c'est bien ce qui concerne les fantômes, les esprits et autres démons. Peur superstitieuse, crainte de l'au-delà ou du surnaturel, il n'empêche que ces films nous renvoient à la peur la plus profonde de l'humanité, l'inconnu et l'inexplicable. Comme on l'a dit, dès les premiers tours de manivelle avec Georges Méliès au XIXe siècle, en passant par l'Italie, les histoires teintées de surnaturel font déjà partie du répertoire cinématographique. Même si la plupart du temps, elles ne cherchaient pas à faire peur mais à expérimenter des trucages et des effets visuels. Mais en Italie, ces films avaient une connotation très religieuse et moralisatrice. Malgré quelques essais à Hollywood durant l'âge d'or, le surnaturel n'est pas très populaire. Il n'explose qu'à partir des années 70. Encore une fois, à une époque où les États-Unis perdent leurs illusions et doutent d'eux-mêmes. L'Exorciste de William Friedkin arrive et donne le la pour tous les autres films à venir sur le sujet. Son impact est si important qu'aujourd'hui encore, les récents films d'exorcisme lui doivent un lourd tribut. Plus que le slasher, le surnaturel parle au plus profond de l'être humain et de ses peurs, et ausculte davantage la cellule familiale. Bah oui, que ce soit dans l'Exorciste, dans Amityville et sa suite, ou même dans The Shining de Kubrick, la menace meurtrière ne vient pas d'un élément extérieur, d'un tueur psychopathe. La menace provient de l'intérieur même de la famille, du père le plus souvent, et parfois des enfants. Après avoir fait leur nid sur les écrans, les films d'horreur surnaturels ont tout connu. Des chefs-d'œuvre de flip et de poésie, aux nanars tournés avec 2,50 balles pour effrayer la ménagère, peu habituée au genre. Des nanars, il y en a des tonnes, et la plupart appartiennent au genre du fan footage, mais on citera pas des noms. Non, on n'a pas dit les noms. Mais soyons pas médisants, le surnaturel dans l'horreur c'est quand même un puits à putain de film, et tous ne sont pas américains. Déjà bien défendu en Asie, le surnaturel est représenté avec fierté par des réalisateurs européens. En France, autant dire que le genre est déserté par des gens talentueux qui ne trouvent pas assez de financement. Mais ce sont les Espagnols qui tiennent le haut du pavé, avec des films magnifiques, à la fois divertissants et poétiques, comme L'Échine du diable de Guillermo del Toro, L'Orphelinat ou le sublime Mama. À une époque comme la nôtre, où on a besoin de tout expliquer ou rationaliser, il est quand même intéressant de se demander pourquoi est-ce que les spectateurs se tournent vers ces histoires bizarres où le surnaturel s'invite au quotidien. Et si on regardait devant maintenant? On arrête de regarder dans le rétroviseur de nos souvenirs et on se penche sur le cinéma de maintenant. Ça vaut quoi? Bah c'est un peu compliqué en fait, parce qu'une grande majorité des films nous ferait rejoindre l'idée que c'était mieux avant. En effet, bon nombre de films ne sont que des ressucés d'anciens métrages, des péloches mal troussées s'adonnant joyeusement à la violence gratuite et débile. On va pas revenir sur la mouvance actuelle, celle du torture porn ou d'autres variations. L'idée était pourtant sympa, le premier saut arrive à créer quand même un peu de la surprise. C'est la reprise qui va devenir nauséabonde, en essayant de noyer le spectateur sous des litres et des litres de gore sans aucun intérêt. Et comment ne pas parler du fan footage qui devient à la mode? Malgré quelques cas isolés comme Rec de Balaguerro et Plaza, le procédé sert avant tout à cacher une misère de production et d'imagination. On fait des films pas chers qui font peur avec des portes qui claquent et des bruits. Bref, ça raconte pas vraiment grand chose. Et on t'emballe le tout avec de supposées histoires vraies ou légendes urbaines, et avec quelques jumpscares.
Il manque plus qu'une bonne campagne virale pour vous faire bien comprendre à quel point ça fait peur, et c'est dans la boîte. Quand on y pense, Deodato doit bien se marrer. Faut quand même pas oublier que c'est lui qui a initié le genre dans les années 70. On en parlait un peu avant, et il est assez marrant de voir à quel point les productions actuelles tentent de nous faire bouffer par tous les moyens ce qui a été fait auparavant. Tout doit passer par la case remake. Chaque grande franchise à succès se doit de devenir un remake ou alors un joli reboot. Et la plupart du temps, ça pue un peu la merde. Entre un Texas Chainsaw se positionnant dans la continuité du premier épisode mais ne faisant que singer l'ambiance, s'enlisant avec plaisir et délectation dans le ridicule, ou bien Freddy ratant complètement son retour à l'écran à cause d'un réal incapable de comprendre le personnage, et j'en passe encore. Il y a pourtant des exceptions, des films qui, malgré le fait qu'ils sentent un peu le renfermé, arrivent à sortir leurs épingles du jeu. Je vous épargnerai les louanges sur Rob Zombie, qui reste le seul à réussir pour moi parfaitement saisir le concept du remake. Je m'attarderai plutôt sur Fede Alvarez, le type responsable du reboot d'Evil Dead. En quoi c'est un film réussi ? Et surtout, en quoi la licence semble revivre grâce au film ? Tout d'abord, on sent que le mec aime l'original, qu'il a compris son message, ses codes, mais qu'il ne va pas les singer. Et surtout, le mec adapte son récit aux problèmes actuels. L'idée de prendre une addict est un bon point de départ, il évite les écueils du genre « Wesh, on est 4 jeunes et on va fumer des joints dans une cabane isolée, gros !» Ajoutons à cela une bonne réal, un sens de l'esthétique plutôt prononcé et agréable, le tout allié à de bonnes scènes de mort, et vous obtenez certainement le meilleur reboot formel. Cette émission est donc terminée, on espère qu'elle vous a plu, et surtout... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ou nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Bande de connards! Ouais, il a raison.